Bonjour chers amis, citoyens, compatriotes, camarades. Cette vidéo a pour but aujourd'hui de parler des problèmes de l'Ukraine évidemment, et puis de la guerre qui se développe, de la guerre qui n'est pas seulement une guerre russo-ukrainienne comme on nous le dit, mais en réalité, dans les faits, comme le signale par exemple l'académicien russo-français Andrei Makin, une guerre même plus larvée entre la Russie et derrière elle sans doute le bloc euro-asiatique, la Chine, et de l'autre côté, eh bien, ce bloc occidental euro-atlantique qui n'a rien, mais rien vraiment de pacifique. La première des choses que je voudrais dire à ce sujet, c'est qu'il est tout de même absolument inquiétant d'entendre d'une part M. Macron déclarer « Nous ne sommes pas en guerre contre la Russie » et à côté de cela, effectivement, développer, et avec lui tous les Occidentaux, tous les dirigeants occidentaux, par une véritable politique de guerre contre ce pays, puisque les sanctions se succèdent, une par jour, ou une nouvelle vague tous les 3 jours, que par ailleurs, effectivement, eh bien, les livraisons d'armes ont lieu, que le budget de la guerre, de l'armement par Joe Biden de l'armée ukrainienne, et derrière elle aussi des milices pro-nazis qui font partie de l'armée ukrainienne, comme le bataillon Azov par exemple, eh bien, ce budget a été porté à $1 milliard, c'est colossal, avec des risques énormes tous les jours de dérapage vers la guerre mondiale. Imaginons que eh bien, des convois d'aide militaires occidentaux soient frappés par l'armée russe. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Incident de frontière à ce moment-là entre la Russie et l'OTAN, et qui a envie, parmi les gens qui m'écoutent, qu'il y ait une guerre nucléaire ravageant l'Europe et sans doute ensuite débordant sur le monde entier. Qui peut prendre une responsabilité pareille? Quelle que soit la façon dont on juge l'intervention russe que nous, au PRCF, nous avons qualifiée de disproportionnée et d'inconsidérée, mais quel que soit le jugement que l'on porte sur elle, le devoir de tout homme sensé est d'empêcher que les conflits régionaux, si durs et si pénibles soient-ils, ne tournent à la guerre mondiale nécessairement nucléaire à notre époque, c'est-à-dire à la destruction de l'humanité, ce que les braves gens appellent d'un seul mot la fin du monde. Enfin quand même, est-ce qu'on est capable de mesurer les choses quand on dit on devrait intervenir davantage, on devrait faire comme s'il n'y avait pas des conséquences d'ordre géopolitique, d'ordre géostratégique qui puissent mettre en cause l'existence même de l'humanité. Alors, ce que je voudrais stigmatiser d'abord ici, c'est l'irresponsabilité absolue, l'irresponsabilité totale, en l'occurrence, de l'intelligentsia occidentale, dans sa grande majorité, même s'il y a quelques voix dissidentes bien faibles qui se font entendre ici et là, en particulier celle de l'appel que j'ai eu l'honneur de lancer actuellement. Mais bon, globalement, eh bien, c'est à qui hurlera le plus fort et montrera davantage qu'il est une belle âme, comme disait Hegel, c'est-à-dire quelqu'un qui, moralement, est au-dessus de tout autre, qui, lui, est pour le courage d'intervenir là-bas, etc., bien évidemment, tout en restant les 2 pieds dans les pantoufles et en se contentant de signer des pétitions à droite à gauche, surtout à droite d'ailleurs, et donc d'encourager au bellicisme. Il faut ici quand même fustiger ce type de comportement. Notamment, je suis scandalisé de voir des intellectuels qui se disent de gauche, qui se disent écologistes, qui se disent sociodémocrates, qui se disent tout ce qu'on voudra, et qui ne tirant aucune leçon ni de l'Union sacrée de 1914, ni 1918, ni de toutes celles qui ont suivi inlassablement, notamment dans les années 80, Union sacrée pour faire la guerre en Irak, Union sacrée pour faire la guerre en Syrie, Union sacrée pour faire la guerre en Libye, Union sacrée pour faire la guerre en Afghanistan. À chaque fois, ils ont mordu à l'hameçon, tous ces braves gens de gauche, ce que j'appelle les socio-atlantistes, les socio-impérialistes, etc. Et ils recommencent cette fois-ci, sauf que c'est cette fois-ci encore plus dangereux, puisque, comme je le viens de le dire, ne perdons jamais de vue cet élément essentiel, central de toute réflexion. Eh bien, c'est la survie de l'humanité qui serait mise en cause si on passait à une guerre nucléaire entre l'Est et l'Ouest. Comme le disait déjà Einstein, je ne sais pas
disait-il, avec quelles armes aura lieu, je ne sais pas, disait-il, quand ni comment aura lieu la Troisième Guerre mondiale, mais je sais qu'elle donnera lieu à une humanité où la Quatrième Guerre mondiale se livrera à coups de pierre et de bâton, tellement effectivement le recul, la régression sera énorme à la suite d'un hiver nucléaire. Alors, je voudrais simplement dire ici qu'il est tout de même absolument scandaleux, du point de vue du professionnalisme, du point de vue de l'esprit critique, du point de vue de l'indépendance intellectuelle, qui sont censés être tout de même les raisons d'être des intellectuels, que la plupart d'entre eux, eh bien, comme le premier benet idéologique venu, disent nous, disent on, quand ils parlent de l'OTAN ou de l'Union européenne, ces monstres froids de la politique capitaliste et impérialiste des transnationales. C'est quand même extraordinaire, quoi. Anatole France disait déjà, on croit mourir pour la patrie, on meurt pour les industriels. Et là, eh bien, on dit, nous devrions intervenir davantage, on devrait davantage intervenir en Russie. Indépendamment des conséquences, qui est ce nous? Qui est ce on, hein? Ce sujet collectif dans lequel on se met sans aucune réflexion, sans aucun recul. Mais ce on, c'est l'Union européenne, c'est-à-dire celle-là même qui, chez nous, mène la guerre sociale de tous les instants, contre les retraites, contre la sécurité sociale, contre les statuts, contre l'ensemble des acquis des jours heureux, c'est-à-dire du Conseil national de la résistance en 1945. Voilà les gens derrière lesquels vous vous mettez. Comment est-il possible que vous pensiez que ces gens-là vont défendre la paix entre les peuples avec une fleur entre les dents, hein, alors que vous les voyez tous les jours, y compris dans vos universités, qui saccagent en réalité les acquis sociaux, qui saccagent les services publics, qui détruisent le produire en France et par conséquent l'existence même de la classe ouvrière industrielle dans notre propre pays. Tous ces gens qui nous font la guerre sociale, tous ces Thatcher, y compris en France, les Sarkozy, les Hollande et ainsi de suite, et chaque fois vous dites nous. Quand Sarkozy intervient en Libye, vous dites nous devons intervenir pour sauver le peuple libyen. Et évidemment, derrière, eh bien, il y a un désastre énorme. La Libye est ensuite ravagée comme jamais. Elle est la proie des gangs les plus extraordinaires. Les intégristes prennent le dessus, etc. Le Sahel, ensuite, et toute une partie de l'Afrique est à feu et à sang. Et vous continuez à dire nous, comme si de rien n'était. Et de même pour l'OTAN, nous disions nous. Hein, l'OTAN qui, on l'a oublié, et à l'époque, ces mêmes personnes que j'accuse en ce moment n'étaient pas moins acharnées, a attaqué la Yougoslavie, a bombardé Belgrade pendant plus de 70 jours, 80 je crois, enfin entre 70 et 80, a commencé la guerre par un massacre, a commencé la guerre par le pilonnage d'une des grandes capitales de l'Europe. Et ensuite, effectivement, alors là, il n'y avait pas de problème, hein, il n'y avait pas de mandat de l'ONU, on s'en fout, c'est pas grave, et on a charcuté la Yougoslavie, on en a fait 36 confettis qui ont été plus ou moins soumis aux influences occidentales, et comme ça ne suffisait pas encore, on a aussi dépioté la Serbie en lui arrachant le Kosovo, là encore, en tripotant les frontières sans aucun souci de l'ONU, du droit international et de tout ce qu'on évoque aujourd'hui lorsque ça arrange l'Occident, avec de doubles standards patents, évidents, manifestes, qui font que, bon ben voilà, soi-disant communauté internationale existe lorsqu'il s'agit de condamner les Russes, mais que d'un seul coup, eh bien, elle disparaît lorsqu'il s'agit de condamner l'Union européenne, les Américains et notre propre gouvernement de gauche, avec M. Jospin à l'époque au pouvoir, qui envoie nos avions bombarder Belgrade. Hein, voilà. Je pense quand même qu'ici, on doit se souvenir du mot de Jaurès, qui disait que le courage, ce n'est pas de suivre le mensonge qui passe. Le courage, disait-il, c'est de chercher la vérité et de la dire. Et chercher la vérité et la dire, c'est nous marxistes en particulier, et nous tous qui devons quand même, même si nous ne sommes pas marxistes dans les milieux, disons, des sciences sociales, des sciences historiques et ainsi de suite, chercher quelle est la nature de classe de l'OTAN, chercher quelle est la nature de classe de l'Union européenne, aller au-delà des apparences, et de Poutine a attaqué. Poutine a attaqué, bien entendu, et le PRCF dont je fais partie n'a jamais eu la moindre tendresse pour ce personnage contre-révolutionnaire, anticommuniste,
qui persécute les communistes chez lui. Mais nous sommes à l'ouest, et nous devons par conséquent, nous avons une responsabilité particulière par rapport à notre propre bloc. C'est trop facile d'attaquer le bloc d'en face, hein, et de faire bloc avec son propre bloc. Il faut aussi se demander qui est à la tête de l'Union européenne. Est-ce que ce ne sont pas les transnationales? Est-ce que ce ne sont pas les grands financiers? Est-ce que ce n'est pas l'impérialisme américain? Est-ce que ce n'est pas l'impérialisme allemand qui double son budget militaire et qui est tout content, évidemment, de pouvoir dire que désormais, eh bien, il va combattre le génocide en Ukraine? On croit rêver quand on entend des dirigeants allemands dire des choses pareilles, après ce que l'Allemagne impérialiste a fait à l'époque en Ukraine. De même qu'on était scandalisé d'entendre Helmut Kohl, effectivement, dire qu'il intervenait contre le génocide en Yougoslavie, quand on sait ce que l'impérialisme allemand a fait en Yougoslavie. Mais un peu de pudeur, quand même, par rapport à tout cela. Eh bien, personne ne dit rien. C'est tout à fait naturel. Nous mettons derrière l'impérialisme américain, derrière l'impérialisme allemand, derrière l'impérialisme français, qui s'imagine, à travers cette crise, pouvoir jouer un rôle continental, alors qu'en réalité, il se fait doubler de tous les côtés par l'impérialisme américain, par l'impérialisme allemand et compagnie, qu'il sera réduit, comme d'habitude, au rôle de porteur d'eau et de vassal de cet empire anglo-saxon, qui d'ailleurs est en train de prendre le dessus au sein même de l'Union européenne. Bon, voilà, donc j'appelle ici tous ceux qui en sont encore un peu capables à un peu de pudeur, à un peu d'esprit critique, à un peu de retour sur soi, à un peu de distance à l'égard de ce qui se passe. Faites au moins preuve de la même distance à l'égard de ce bloc euro-atlantique que les intellectuels russes, qui eux sont courageux, hein, sont appelés à montrer à l'égard de leur propre pouvoir, que chacun balaie devant sa cour. Alors on me dira, dans un deuxième temps, que oui, d'accord, mais les Russes, ils ne peuvent pas parler, tandis que nous, eh bien, on a le pluralisme et on peut parler. Mais ça fait rire. C'est terrible à dire, mais ça fait rire. Parce que certes, si les Russes ont un pouvoir en face d'eux qui est un pouvoir clairement autocratique, néanmoins, ils arrivent d'ailleurs à s'exprimer, à parler, à prendre des risques. Puis il y a le Parti communiste de la Russie, qui est la deuxième force du pays, ce que ne disent jamais nos médias. Hein. Et par ailleurs, chez nous, eh bien, on a la liberté. Mais la liberté de quoi? Mis à part quelques petites vidéos comme la mienne, qui vont toucher quelques milliers de personnes dans le meilleur des cas, effectivement, quel accès des voix dissidentes ont-elles à France Inter, à France Info, à France Culture, qui moulinent toute la journée dans le sens de l'interventionnisme, du bellicisme, de l'impérialisme, de l'Europe, l'Europe, l'Europe. Ce ne sont plus les cabris, là, ce sont les boucs, plutôt les béliers de l'Europe là, que nous avons en face de nous. La réalité, c'est que, en fait, eh bien, on est aujourd'hui dans une situation idéologiquement totalitaire, ou en tout cas pré-totalitaire, où c'est un seul point de vue qui écrase tout, qui prend tout. Et cela même alors que, je le disais au début, Macron nous serine que nous ne sommes pas en guerre avec la Russie. Que serait-ce si nous l'étions? Que serait-ce si nous l'étions? Alors là, effectivement, cette vidéo elle-même serait interdite. Et donc, en réalité, le seul son de cloche autorisé serait très officiellement et très légalement celui du pouvoir, comme c'était le cas pendant la guerre de 14-18. Et aujourd'hui, alors on peut toujours, mais ça c'est une spécialité de certains intellectuels, critiquer a posteriori et accepter au présent. Ah, que c'est facile de dire, vous vous rendez compte, pendant la Première Guerre mondiale, eh bien, Wagner était interdit en France. La musique allemande était interdite en France, c'était vraiment ridicule. De même que vous vous rendez compte, eh bien, Debussy était interdit en Allemagne. Évidemment que c'était ridicule, stupide. Ça s'appelait l'union sacrée, des deux côtés. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ici, quand on interdit des chefs d'orchestre russes parce qu'ils ne dénient pas l'action de leur pays, parce qu'ils ne se dissocient pas à l'étranger de l'action de leur pays, bref, parce qu'ils font preuve d'un peu de décence. À la limite, s'ils voulaient critiquer leur pays, il faudrait qu'ils rentrent à Moscou et qu'ils disent ce qu'ils ont à dire à Moscou, mais ils vont pas, et c'est assez logique, aller à l'étranger, dans quasiment des pays belligérants avec leur propre pays, dire qu'ils ne sont pas d'accord. Ils ont, en un mot, de la décence. Et quant à Dostoïevski et Tchaïkovski, qui ont été interdits ici et là, enfin par intermédiaire de ceux qui allaient
les jouer, hein, les orchestrer en quelque sorte pour ce qui est du premier, ou faire des lectures publiques pour ce qui est du second, mais ils sont morts. Et ils sont morts, et ils ne sont donc pas coupables de ce que fait ou de ce que ne fait pas Poutine. Mais c'est inouï, vous ne vous rendez pas compte ici du ridicule de cette situation, où au nom du pluralisme occidental, de la démocratie occidentale, etc., vous mettez en place, vous aidez à mettre en place un totalitarisme qui n'a même pas le courage de se dire tel. Bon, je ne vais pas plus loin de ce côté-là. Je dirais tout de même que une responsabilité particulière est aussi du côté des dirigeants des grandes confédérations syndicales, des grandes fédérations syndicales, dont certaines d'entre elles perdent toute mesure et toute décence, et disent qu'il faut plus de sanctions, et disent qu'il faut davantage, effectivement, mettre la pression à Poutine, c'est-à-dire en réalité au peuple russe. Hein. Les sanctions, qui vont-elles frapper si ce n'est le peuple russe lui-même, et sans pour autant aider, bien évidemment, le peuple ukrainien, qu'on appelle à se battre jusqu'au dernier homme, hein, bien évidemment, tout en restant les deux pieds dans les pantoufles, et en se disant que, bon, au fond, ce sont les militaires, les politiques qui prendront les décisions, si nécessaire, qui conduiront à la Troisième Guerre mondiale, et qu'on n'y aura été pour rien. Après, on dira si on survit, comme Guillaume II l'a dit à la fin de la Première Guerre mondiale, Kaiser Guillaume II, Ich habe das nicht gewollt. Je n'ai pas voulu cela. Mais oui, vous l'aurez voulu. Vous l'aurez voulu parce que qui veut la cause veut l'effet, et qui veut l'escalade avec une puissance armée nucléaire de premier plan comme la Russie, veut la guerre mondiale. Il faut regarder les choses, et il faut se regarder dans la glace quand on dit cela. Je sais que cette vidéo ne fera pas plaisir, mais elle n'est pas faite pour ça, parce que mon souci, moi, c'est que, eh bien, nous avons tous des enfants, nous avons tous des parents. En Ukraine, nous avons des parents, des enfants, etc., qui souffrent, mais le but n'est pas que ça s'élargisse au monde entier, le but est que ça s'arrête en Ukraine. Bon, alors, je reviens sur ces dirigeants syndicaux qui ont des positions quasiment infâmes, en l'occurrence, et qui disent, bon, arrêt de la guerre en Ukraine, etc., et pour cela, plus de sanctions, il faut armer, ou il faut surarmer, etc., ou en tout cas qui ferment les yeux sur ce que fait l'UE et l'OTAN, et disent on critiquera l'UE, on critiquera l'OTAN, mais après. Hein. Pendant le conflit, on est avec eux, concrètement. Pendant le conflit, on est du même bord. On s'inscrit derrière notre propre impérialisme. On fait ce qu'on appelle, ce qu'on a toujours appelé, ce que Jaurès et ce que tant d'autres, ce que Lénine, ce que Liebknecht, ce Rosa Luxembourg, ce que Clara Zetkin a appelé l'union sacrée, en donnant à ce terme toute sa connotation négative d'abolition d'esprit critique, d'abolition de l'indépendance intellectuelle, d'abolition du pluralisme. Ce qui avait provoqué l'écroulement de la première internationale, de la deuxième internationale, l'internationale social-démocrate, et qui avait nécessité l'invention de l'internationale communiste. Cette deuxième internationale qui, par l'intermédiaire des partis socialistes français, du parti travailliste anglais ou du parti social-démocrate allemand, ou des mencheviks russes, avait appelé dans chacun des pays les ouvriers de toute l'Europe à s'entr'égorger. Voilà où on en est. Et donc je suis très inquiet ici, car derrière tout cela aussi, il y a le souci de la France. Évidemment, dans les milieux intellectuels, quand on dit la France, c'est toujours en mettant des guillemets et avec un ricanement en coin, et on ajoute la France éternelle, l'hexagone, etc. Hein, comme si c'était mieux de défendre le Pentagone que l'hexagone. Ah oui. Dans tous les cas, ça rime. Avec quoi tout ça? Sinon, avec une espèce de montée vers les extrêmes, vers le supranational, comme si le supranational était moins nationaliste que le national tout court. C'est quand même extraordinaire quand on voit des dirigeants gauchistes qui, au fond, appellent à plus d'Europe supranationale, comme si le supranationalisme n'était pas un nationalisme au carré, plus dangereux encore que le nationalisme, puisqu'il s'étend territorialement, qu'il prend de plus en plus de territoire, et que par conséquent, il est de plus en plus agressif. Tout ça va de pair. Je crois que c'est quand même important de le dire.
Alors, une fois encore, la position que nous défendons, nous, au PRCF, c'est une position qui se veut tout bonnement décente. Depuis des années, nous disons, parce que c'était la réalité, que la guerre avait déjà commencé entre l'Occident et la Russie. Et à l'initiative, il faut bien le dire, quel que soit le jugement qu'on porte sur la nature du pouvoir russe, et même si l'on pense qu'il existe un impérialisme sous-impérialisme russe ou un impérialisme du pauvre, comme il est dit parfois, ça ne change rien au fait que c'était tout de même le bloc occidental qui ne cessait de s'étendre vers l'Est, malgré toutes les promesses qui avaient été faites à cet idiot utile du capital qu'a été Mikhail Gorbatchev, qui donc lui a cru intelligent de céder la RDA à la RFA, de dissoudre le pacte de Varsovie sans contrepartie, d'accepter que, en gros, l'Union soviétique soit dépiotée, puisque il a fait semblant d'être contre, mais il était président de l'Union soviétique et il l'a pas combattu quand Helsinki a procédé à ce genre de partage. Et donc il croyait, comme tous les Munichois, comme les Munichois d'Aladier, Chamberlain à l'époque de Hitler, qu'en faisant des concessions majeures au capitalisme occidental, celui-ci allait gentiment changer de nature. Celui-ci allait cesser d'être impérialiste. Celui-ci allait accueillir à bras ouverts la Russie bourgeoise, la Russie capitaliste. Mais le capitalisme, c'est le capitalisme. Et les capitalistes ne sont pas des partageux. S'ils étaient des partageux, ils ne seraient pas des capitalistes. Comment peut-on être idiot à ce point? Comment, notamment aujourd'hui, on le voit certains intellectuels russes qui disent ah là là, c'est pas normal, on nous a cocufié. Cocufié même la nuit de noces, puisque à peine la Russie était devenue capitaliste sous Helsinki que déjà, les impérialistes américains tentaient de lui tailler des croupières. Soutenaient, évidemment, par la bande, la sécession tchétchène, et donc acceptaient que entrent dans l'Union européenne les républiques baltes qui discriminaient grossièrement les citoyens russophones, etc., etc. Voilà. Et donc, on nous a cocufié, c'est pas bien du tout, etc. C'est pas bien du tout, mais vous l'avez mérité, puisque vous avez cru à ces escrocs grossiers qu'étaient les capitalistes occidentaux. Vous avez cru qu'en échange du socialisme, en échange du dépiotage de l'Union soviétique, vous auriez la prospérité universelle, vous auriez la paix. Et vous avez eu, très logiquement, l'OTAN à vos frontières. Vous avez eu l'isolement de la Russie, vous avez eu les tentatives successives, bien avant la guerre du Donbass et bien avant la guerre de l'Ukraine actuelle, de sabrer les positions commerciales de la Russie. Et dire cela n'est pas le moins du monde sympathiser avec le régime oligarchique de la Russie. Je suis, moi, communiste. Je suis pour qu'on nationalise tout ça, que les oligarques soient purement et simplement expropriés, et même s'il le faut, fichus en prison, vu le vol manifeste qu'ils ont fait des richesses russes et des richesses d'ailleurs d'autres pays. Donc il ne s'agit pas ici de s'aligner sur qui que ce soit. On peut très bien dire que le régime poutinien est contre-révolutionnaire, oligarchique, etc., soutenir les communistes russes qui veulent remettre en place une Russie socialiste, et pour autant constater, parce que c'est la réalité, que c'est la marche en avant incessante, le Drang nach Osten, la ruée vers l'Est de l'Union européenne et de l'OTAN depuis des années, avec la volonté évidente, par exemple, d'abolir, alors qu'Helsinki était encore au pouvoir. Donc un laquais des États-Unis était au pouvoir que déjà, les États-Unis étaient en train d'abolir les traités signés entre l'URSS et les États-Unis pour contrôler les armements nucléaires. Et que, Joe Biden déclarait encore récemment, et c'était avant même l'entrée de Poutine en Ukraine, que les États-Unis étaient de retour et qu'ils voulaient chercher ces déclarations sur Internet, elles y figurent en toutes lettres, et vous les trouverez vous-même, c'est pas moi qui vais vous indiquer les sites de fake news où il faut aller, trouvez votre propre site, et vous verrez bien que Biden a déclaré dès son arrivée au pouvoir que, à nouveau, les États-Unis voulaient diriger le monde. Mais comme ça, ils parlent. Ce sont des impérialistes, ouvrez les yeux. Il est peut-être encore temps d'éviter la Troisième Guerre mondiale. Vous avez des enfants, vous avez des amis, vous avez des parents, vous avez des étudiants. Alors cela étant, je terminerai en disant que il faut surtout être conscient qu'en période de guerre,
Finalement, ce qui tue le plus, c'est le ridicule inconscient. On dit que le ridicule ne tue pas, mais le ridicule inconscient tue. Et le ridicule inconscient, c'est quoi? Eh bien, le ridicule inconscient, ce sont des intellectuels payés pour avoir de l'esprit critique et de l'indépendance intellectuelle, et qui marchent comme un seul homme, derrière donc cette propagande de guerre, qui ne vaut pas plus cher chez nous qu'elle ne vaut cher en Russie, comme toute propagande de guerre. Et donc, effectivement, qu'est-ce que c'est que ces gens qui voient le totalitarisme en face, mais qui ne le voient pas chez eux? Qu'est-ce que c'est que ces gens qui sont tous sur un plateau pour dire il faut faire ci à Poutine? Non, moi je dis qu'il faut faire ça. Oh, tout ça n'est rien, je crois qu'il faudrait faire ceci en plus. Voilà, c'est ça qu'on appelle débattre à l'Ouest. Et donc débattre en réalité sur la tactique, mais pas du tout sur la stratégie, pas du tout sur la légitimité même de cette entreprise impériale de ruer vers l'Est. Et là, il n'y a pas de pluralisme, puisque personne n'a le droit de venir dire le contraire, et essayer donc de parler le matin à France Inter sur les positions que je viens d'énoncer, vous n'arriverez pas à passer, et on ne prend la plupart du temps sur ce type de chaîne que de braves gens qui commencent leur intervention interactive, soi-disant, par l'expression « Je vous remercie pour la qualité de vos émissions ». Hein, France Inter, voilà, etc. Donc il faut faire allégeance pour pouvoir parler sur ces radios toutes plus, comment dire, consensuelles. Et le mot consensus indique bien une union sacrée sans débat qui caractérise donc notre presse et nos grands médias. Le ridicule, c'est aussi ces écolos à la Jadot qui en rajoutent des tonnes et des tonnes sur l'interventionnisme de l'UE-OTAN contre la Russie, ou contre tout autre pays qui serait adversaire de l'empire du bien, c'est-à-dire l'empire euro-atlantique. Alors, ces gens qui, tous les jours, nous disent qu'il faut en finir avec le nucléaire civil, parce que EDF et ses centrales nucléaires, c'est le danger majeur pour l'anéantissement de l'humanité. Oui, et s'il y avait une guerre nucléaire et que quelques bombes atomiques tombent sur les dites centrales, ça serait rien du tout, ça serait une rosée du matin. Alors que, bon, je ne dis pas que le nucléaire civil ne comporte aucun risque, bien évidemment, c'est un autre débat, et on peut l'avoir, aucun souci. Mais je dis que le nucléaire militaire, lui, il est dangereux, non pas par accident, comme à Tchernobyl ou à Fukushima, mais par destination, c'est son but d'être dangereux. Et là, on ne dit rien, là. Là, c'est pas grave, là. L'Allemagne va doubler son budget, ce n'est pas grave. Et donc on doit augmenter le budget des pays de l'OTAN de 2% par an au minimum. Ça a été conclu avec Trump. Ce n'est pas grave, au contraire, c'est une excellente chose, et ainsi de suite. Mais c'est quoi des écolos pareils? C'est quoi le souci de l'environnement? S'il y avait une guerre nucléaire, vraisemblablement, on le disait déjà dans les années 80, il suffirait d'utiliser 15% du stock des armes nucléaires existantes du côté soviétique comme du côté américain ou français, hein, pour aboutir tout bonnement à ce qu'on appelle l'hiver nucléaire, c'est-à-dire un tel stock de poussière tournante autour de la Terre, de poussière radioactive, que la lumière du soleil n'atteindrait plus le sol, que les températures chuteraient vertigineusement et que ce serait donc l'hiver nucléaire et peut-être même l'arrêt de la photosynthèse. C'est-à-dire non seulement l'anéantissement de l'humanité, mais l'anéantissement du vivant tant soit peu complexe et évolué. Et après, l'emballement du réchauffement climatique, car ça serait double peine. L'hiver nucléaire n'interdirait pas, bien au contraire, des rebonds terribles du côté climatique. Alors, toute la journée, on vous gave avec le réchauffement climatique, et par contre, on ferme totalement les yeux sur la possibilité de l'hiver nucléaire si ça s'embrase à la frontière entre la Pologne et l'Ukraine. Enfin, où sommes-t-on? Voilà. Et enfin, bon, les droits de l'homme. Alors, mais enfin, il faut faire quelque chose pour les droits de l'homme en Ukraine. Hein, évidemment, et faire quelque chose, bien entendu, on ne dit pas quoi, mais ça veut dire envoyer des armes et même envoyer des troupes ou créer des corridors de protection contre l'invasion russe en Ukraine. Et donc, qui ont? Eh ben, l'OTAN. Et évidemment, à ce moment-là, si un avion russe abat un avion de l'OTAN, c'est la guerre mondiale. Voilà, ce qu'il faut faire. Réfléchissons encore une fois à ce type de proposition. Quand on dit pour les droits de l'homme, il faut faire la guerre, au fond, à la Russie. Quelle absurdité. Mais pour qu'il y ait des droits de l'homme, encore faut-il qu'il y ait des hommes.
Relisez Kant, messieurs les philosophes, bellicistes en particulier. Relisez le projet de paix perpétuel, et notamment l'article 6 du traité, enfin le sixième article préalable au traité de paix perpétuel dont parle Kant dans son projet perpétuel de 1798 ou 99, quelque chose comme ça. Un projet très clairement républicain, c'est le premier projet véritablement qui parle de la nécessité d'une organisation des Nations Unies, d'une fédération des nations pour la paix. Et bien ce projet établit qu'il ne faut rien faire qui puisse, de quelque façon que ce soit, mener au bellum internecinum, comme dit Kant, c'est-à-dire à la guerre d'extermination. Car évidemment, pour qu'il y ait du droit, pour qu'on puisse défendre les droits de l'homme, de l'humanité, des peuples et ainsi de suite, la première des choses, c'est qu'il faut qu'il y ait des hommes. Et donc, ici, c'est même pour des raisons juridiques et formelles qu'il faut faire en sorte que matériellement, Kant n'est pas un idéaliste bête et stupide, et que donc, même pour des raisons formelles et même pour des raisons juridiques, il faut aussi d'abord se préoccuper, impératif catégorique majeur de la politique internationale, de ne rien faire qui puisse mener à la guerre nucléaire. Évidemment, c'est vrai aussi pour Poutine. Personne ne dit ce genre de choses. Mais nous sommes à l'ouest. Et nous devons veiller à nos propres impérialistes. Nous devons les combattre en priorité. Comme disait Karl Liebknecht en 1914, avec un grand courage, l'allemand Karl Liebknecht, fondateur par la suite du Parti communiste d'Allemagne avec Rosa Luxembourg, et assassiné sur ordre de la social-démocratie allemande en 1919. Mais déjà, il disait en 1914, avant de partir pour une forteresse où l'avait envoyé le Kaiser, Der Hauptfeind ist, ou plutôt steht, in einem Land. C'est-à-dire, l'ennemi principal est dans ton propre pays. Et aujourd'hui, non pas dans ton propre pays, mais dans ton propre camp militaire. Et cela pour chacun des deux partis. Des gens qui, disons en Russie, appelleraient à combattre l'impérialisme occidental et considéraient que l'impérialisme occidental est le danger principal, ne feraient pas preuve d'un grand courage, puisqu'ils diraient exactement la même chose que leur pouvoir. Mais nous sommes à l'ouest, encore une fois, et c'est notre propre camp que nous devons surveiller de près pour empêcher qu'il ne nous conduise à la guerre mondiale, parce que ces pulsions sont impérialistes et même quelque part exterministes. Je termine en disant que dès les années 80, je crois avoir démontré dans mon livre Mondialisation capitaliste et projet communiste, et dans un essai préalable qui n'a jamais trouvé d'éditeur, qui s'appelait Matérialisme et exterminisme, que l'exterminisme est le stade suprême du capitalisme moderne, du capitalisme-impérialisme moderne. Autrement dit que ce système au bout du rouleau qu'est le capitalisme ne peut plus apporter à l'humanité que des choses terribles, fascisation à l'intérieur, destruction des libertés démocratiques, y compris chez nous. Bon, regardez le nombre de lois liberticides qui ont été adoptées dans ces pays qui se disent les phares de la démocratie depuis des années et des années. Demandez aux gilets jaunes qui ont perdu une main ou un œil si nous sommes dans un pays démocratique ici. Alors bon, voilà, il faut avoir tout ça en tête et, disons, balayer devant notre propre porte, balayer devant notre propre exterminisme, notre propre capitalisme, notre propre impérialisme, notre propre Union européenne qui n'est pas une chose gentille et dont toutes les stipulations visent à détruire, je le redis, les acquis sociaux de nos peuples, et du peuple français tout particulièrement, son indépendance nationale, sa souveraineté et même sa langue. Je pourrais le démontrer, je l'ai démontré dans d'autres vidéos. On ne fait pas la paix en se mettant derrière un monstre pareil, un monstre qu'il est impossible désormais de distinguer de l'OTAN. J'appelle en particulier ceux qui disent « il faut sortir de l'OTAN, il ne faut pas sortir de l'Union européenne » à sortir de leurs rêves éveillés, ou plutôt de leurs mensonges, puisqu'ils savent très bien que tous les pays de l'Est, les pays socialistes qui ont voulu adhérer, dont les élites plutôt, ont voulu adhérer à l'Union européenne, ont d'abord dû adhérer, s'affilier à l'OTAN. Et donc, vu que pour entrer dans l'Union européenne, il faut entrer dans l'OTAN, si on veut sortir de l'OTAN, il faut aussi avoir le courage de dire qu'il faut sortir de l'Union européenne, et c'est ce que nous appelons le Frexit progressiste, en luttant. Pourquoi ? Toujours pour ce qui est la solution de fond, à long terme. Mais le long terme se rapproche de plus en plus de nous en période de risque de guerre nucléaire, à savoir, effectivement, donc le socialisme. Le socialisme qui est
solution véritable. Il faut éliminer le capital. Je finis par la formule hyper célèbre, mais si peu méditée, de Jean Jaurès, abattu à la veille de 14-18 par un fanatique partisan de l'Union sacrée qui ne supportait pas que Jaurès combatte la guerre impérialiste. Jaurès qui donc disait que le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l'orage. Eh bien, combattons l'orage, mais combattons la nuée, combattons la guerre, mais combattons le capitalisme et l'impérialisme. Et pour ce qui nous concerne, combattons donc les grandes structures que le capitalisme et l'impérialisme se donnent de notre côté, de ce côté-ci, du côté atlantique, qui n'est pas le côté pacifique, comme son nom l'indique, c'est-à-dire l'Union européenne supranationale et l'OTAN, ces deux empires en marche vers l'Est qu'il faut absolument juguler, sans s'aligner sur Poutine, bien évidemment, mais surtout, encore une fois, parce que c'est notre responsabilité vu que nous sommes ici, sans s'aligner le moins du monde sur l'impérialisme occidental qui n'a pas changé de nature, qui est toujours aussi agressif, qui est un danger mondial tant il veut préserver son hégémonie menacée par la montée de toutes sortes de pays émergents qui ne supportent plus cette mondialisation complètement à sens unique, favorable principalement aux transnationales américaines. Vive la paix en Ukraine et vive la paix mondiale. Il faut absolument protéger contre toutes les escalades et tous les dérapages et tous les bouts de feu et tous les va-t-en-guerre.